Pas mis le- C'est pas moi, c'est moi qui n'ai pas mis le micro. T'inquiète pas, Kylian. J'étais à 2 doigts de faire une syncope. Non, non, c'est bon. Bon, du coup, on se la refait. Deuxième clap, deuxième épisode. Yes, bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir à toutes et à toutes. Bon, à tous, pardon. On est parti sur l'émission de présentation de Manchester City. Voilà, donc on va vous le présenter en long, en large et en travers avec Kylian qui a fait un boulot monstre pour nous expliquer tout ça. On parlera aussi de l'Etihad Stadium, de leur début de saison. Donc voilà, on va un peu pour vous présenter tout ce qu'il faut. Kylian, écoute, je te laisse la parole pour commencer, pour nous présenter Manchester City. Oui, alors bonsoir à tous. Désolé pour ce début d'émission compliqué, mais je suis là et j'ai effectivement bossé mon sujet parce que donc je ne suis pas supporter de Manchester City. C'est pas une équipe que je porte dans mon cœur. Pour autant, je suis allé un peu déraciner ce dinosaure qui date de 1880 quand même. Et en fait, j'ai trouvé les histoires absolument passionnantes. Les histoires qui mènent à la création de ce club, c'est vraiment pas une histoire comme les autres pour le coup. Et moi, ça m'a passionné et j'espère pouvoir vous la transmettre avec autant de passion et d'intérêt. Alors, donc pour parler de Manchester City, il va falloir faire un bond dans le temps. Il va falloir remonter au XVIIIe siècle. Il va falloir aller jusqu'au début des années 1700, donc 300 ans en arrière, parce que c'est important de comprendre le contexte dans lequel ce club s'est formé. Et pour ça, il faut ressortir les vieux manuels d'histoire. Je vais essayer de synthétiser pour que à 21h, on soit tous devant la Champions League. Mais grosso modo, il faut savoir que donc au début des années de 1700, les Britanniques, l'Empire britannique s'étend un petit peu partout dans le monde, notamment en Inde. Et en Inde, les nobles britanniques découvrent quelque chose qui n'existe pas encore à cette époque-là en Europe et qui, depuis nous, encore aujourd'hui, fait partie de notre quotidien. C'est le coton. Le matériau, le coton. En Europe, ça ne pousse pas pour des raisons climatiques. En tout cas, à cette époque, ça ne poussait pas. Et en arrivant là-bas, ils découvrent ce textile qui peut se dériver en 1 million de couleurs, qui est extrêmement facile à tordre, à façonner, qui est pas cher, qui pousse vite, qui pousse dans des quantités qui sont astronomiques aussi. Et en fait, ils font la comparaison avec ce que eux ils ont en Angleterre. Et ce qu'ils ont en Angleterre, eux, c'est le lin, majoritairement le lin en fait, et la laine éventuellement l'hiver. Sauf que ce sont deux matériaux qui sont beaucoup plus chers que ce que peut leur apporter le coton à ce moment-là, parce que l'Inde étant une colonie de la Grande-Bretagne à ce moment-là. Et surtout, ça pousse moins vite, en moins grande quantité, et c'est beaucoup moins malléable, c'est beaucoup moins déclinable, c'est même moins facilement teintable, on va dire. On peut pas donner la teinte qu'on veut au lin dans une rapidité express. Avec le coton, on fait ce qu'on veut en des temps records et à un prix qui défie toute concurrence à ce moment-là de l'histoire. Donc les nobles anglais prennent ce qu'ils ont à prendre au début des années 1700 en Inde et puis ils reviennent en Grande-Bretagne avec des fringues, des thés d'oreiller, des rideaux, différents textiles en fait, tous colorés. Et ils offrent ça à la couronne, ils gardent ça entre nobles, ils offrent ça dans des foyers à leurs femmes. Ça devient en fait quelque chose de précieux, ça devient quelque chose de comment dire, consacré à une certaine caste de la hiérarchie de la couronne. Et puis au fur et à mesure des voyages, au fur et à mesure des années, ils en ramènent de plus en plus. Ça commence à être le textile à la mode, vraiment le coton. On cherche à en avoir à tout prix. C'est un peu le phénomène du début du XVIIIe siècle en Angleterre. Et il y en a qui sont pas trop contents que ça arrive. En fait, c'est les fabricants de lin. Les fabricants de lin, eux, ils s'inquiètent. Ils se disent, attends, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est en train de tuer tout mon business. Tout le monde veut porter du coton. Plus personne veut porter de lin. Et en 1721, les industriels du lin vont au Parlement britannique pour expliquer que, en fait, si on continue d'importer comme ça des vêtements et des tissus du domicile en Grande-Bretagne, ça va tuer l'industrie du lin, donc ça va tuer une partie de l'économie britannique, ça va tuer beaucoup d'emplois, donc il faut à tout prix arrêter ça.
Je la fais courte, mais le Parlement cède en 1721. Le Parlement britannique interdit l'import du coton dans son état fini de l'Inde ou d'ailleurs dans le monde jusqu'en Grande-Bretagne. La conséquence de ça, c'est que les industriels, eux, ils ont les boules parce qu'eux, ils commençaient un petit peu à sentir le filin d'or et ils voient une faille en fait dans cette loi, c'est que le Parlement a interdit l'importation de coton fini, donc sous la forme de t-shirt ou de ce qu'on veut, mais pas de coton sous sa forme première. Et ils se disent à ce moment-là, eh bien, si on ne peut pas importer des t-shirts en coton, on va importer le coton en Angleterre, on va ouvrir des usines avec des immenses machines et on va le fabriquer ici, le t-shirt en coton. Pour ça, il faut 3 choses. Déjà, où est-ce qu'on fout les usines? Comment on achemine le coton en si grande quantité depuis l'Inde jusqu'ici? Comment on le stocke aussi, bien sûr. Et la première chose qui se pose, c'est est-ce que l'Inde est suffisant? Est-ce qu'on va chercher quelque chose d'autre? Et ils tournent leur regard au-delà de l'Atlantique, parce qu'à ce moment-là, au niveau de l'Amérique du Nord, on est en plein temps d'esclavagisme. Et il s'avère que dans l'Alabama, dans le Mississippi, le coton, ça pousse aussi, en fait. Et en très grande quantité. Ça va être les 2 plus gros fournisseurs de l'Empire britannique, l'Inde et l'Amérique, et à très moindre coût, parce que finalement, comme l'Inde est une colonie, pourquoi les payer? Et puis de toute façon, le coton qui est fait en Amérique, c'est fait par des esclaves, ça va rien nous coûter du tout. Ok, deal, faisons ça. Marché conclu, merci à vous. Et donc on emmène comme ça pendant des décennies des cargos et des cargos et des tonnes et des gigatonnes de coton jusqu'au port de Liverpool, qui est donc à une 60aine de kilomètres de Manchester, juste entre l'Irlande et l'Angleterre. Le port de Liverpool, à ce moment-là, c'est un port qui est surexploité. C'est le plus gros port du nord de l'Angleterre. Le nord de l'Angleterre qui est l'endroit où il y avait en fait toutes les usines et toutes les fabriques de lin et de laine, parce que ça peut être conservé dans des conditions qui sont très humides, ce qui est mieux pour la fibre du matériau. Et le lin, en l'occurrence, est fabriqué dans cette région-là. Sauf qu'on peut pas fabriquer les usines à Liverpool, pardon, parce que Liverpool, c'est déjà une ville qui vit pour son port, et exclusivement pour son port. Donc, il faut chercher ailleurs. Donc, on va remonter lentement les rives de la Mersey jusqu'à tomber sur 60 kilomètres plus loin, la ville de Manchester, qui à ce moment-là de l'histoire, donc on est aux alentours de 1750, c'est 40 000 habitants. C'est un village, en fait, c'est un grand village qui vit essentiellement de l'agriculture, de l'artisanat, de petits commerces. Aujourd'hui, 40 000 habitants, pour vous situer, c'est moins que Châteauroux, par exemple. Donc, figurez-vous 300 ans en arrière. Il y a rien, en fait, à Manchester. C'est des grands pâturages parfaits pour tout raser et construire des usines et industrialiser, du coup, le monde du textile et puis tout le nord de l'Angleterre. Ok, on partira donc sur Manchester. Manchester se transforme donc à ce moment-là en véritable usine. On les voit sortir de sol par dizaines, des cheminées s'élever dans le ciel par dizaines et par douzaines. Choisir Manchester, c'était aussi plutôt fin parce qu'il y avait des personnes qui habitaient déjà Manchester, qui travaillaient déjà en fait dans le textile du lin, donc il y a aussi un certain savoir-faire. On se dit, puisqu'on ne peut pas mettre les gens au chômage en tuant le lin, on va juste les faire travailler le coton. Ok, pourquoi pas. Ça a marché. Ça a marché en fait à tel point que entre 1800 et 1850, la population de Manchester est passée de 40 000 à 500 000 personnes en 50 ans. Il y a eu un mouvement démographique colossal, et sauf qu'en 50 ans, sans doute encore aujourd'hui, aucune ville au monde ne peut supporter un tel mouvement de foule, mouvement de masse. Et le logement était pas du tout à jour. Du coup, beaucoup de personnes étaient à la rue. La plupart des personnes qui travaillaient du coup dans ces usines qui relâchaient sans cesse des fumées noires dormaient dehors en fait, dans le temps humide du nord de l'Angleterre. Donc c'était très boueux là, à l'extérieur. Donc les chanceux avaient un toit sur la tête, mais les logements se construisaient, mais beaucoup plus lentement que la démographie grandissait. Les égouts, eux, étaient sans cesse, dégueulants. Parce que pareil, le réseau de tout à l'égout n'était pas du tout prévu pour un demi-million de personnes, pas du tout.
Ça a provoqué des épidémies de choléra, des épidémies de tuberculose qu'on peut retrouver dans les archives aujourd'hui encore hein, sur Internet. Il faut savoir qu'à cette époque-là, c'est tout pour le business, hein, évidemment, c'est l'industrialisation au maximum. On fait travailler les personnes environ 14 heures par jour, sachant que quand elles rentrent chez elles, elles n'ont pas de toit pour dormir, elles dorment dans la rue. Manchester, en fait, à ce moment-là de l'histoire, c'est un dédale, un labyrinthe de tentes, de toiles, de chambres de fortune, dans la boue et souvent dans les eaux usées aussi. Donc on fait travailler les personnes énormément en les sous-payant tant qu'à faire, et puis on faisait aussi travailler les enfants à cette période de l'Angleterre. Dès 8 ans, on pouvait aller à l'usine pour tisser son coton. Et là où arrive Manchester City, c'est pas trop loin de cette période-là. Hein. Manchester City, donc on est à 1880. Il faut savoir qu'en Angleterre et dans beaucoup d'autres pays européens, le seul moyen dans des conditions aussi compliquées de trouver un petit peu de jovialité, de se détendre, de se réchauffer aussi sans doute, et ben, c'est l'alcool. Il y a un gros pic d'alcoolémie à ce moment-là de l'histoire dans le nord de l'Angleterre, dans la région de Manchester, beaucoup de délinquance, beaucoup de violence. Et en fait, le club de Manchester City, eh ben, il sort un petit peu de tout ça. C'est la fille, Anne, je sais plus comment, j'ai oublié son nom, mais c'est la fille du pasteur, en gros, de la paroisse du quartier Est de Manchester, où étaient situées toutes les usines, qui a l'idée, en fait, de donner une activité aux jeunes, en fait, concrètement, pour qu'ils arrêtent de boire, pour qu'ils arrêtent la violence, essayer plutôt de les rassembler dans quelque chose de communautaire, une fois par semaine, 2 fois par semaine, peut-être plus, sans trop savoir réellement, hein, parce que bon, le football à ce moment-là, il existe évidemment, mais c'est pas, ça a rien à voir avec aujourd'hui. Alors Manchester United existait déjà de l'autre côté de la ville, mais on est à la fin du 19e siècle, hein, les gars, on s'occupe comme on peut. Et donc, bah, cette femme-là a l'idée de créer un club de foot pour les ouvriers et leurs enfants. Et c'est dans ce chaos-là, en fait, sous le ciel noirci par les fumées des cheminées de Manchester, qu'est né Manchester City, donc en 1880. Alors depuis, ils ont changé de nom, ça s'appelait pas comme ça tout à fait à l'époque. Manchester City s'appelle Manchester City depuis 1894 réellement. Mais je trouvais ça important de comprendre dans quel contexte est né Manchester City, d'autant qu'aujourd'hui, bah, c'est un club qu'on a tendance à associer très vite aux nouveaux riches, etc. Certes, mais il faut voir quelles ont été les 100 années qui ont passé avant ça. Moi, je trouve que c'est intéressant d'en parler. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que vers le milieu alors bah déjà abolition de l'esclavage, donc on pouvait plus aller se fournir en coton en Amérique, donc il restait que l'Inde. Et en fait, quand l'Inde prend son indépendance en 1947, tout s'est un peu écroulé pour Manchester parce qu'il y avait 2 fournisseurs. Hein. Donc l'Amérique, c'était plus possible, ça coûtait trop cher. Maintenant, il fallait payer les gens. Et l'Inde n'est plus britannique. Donc pareil, on peut plus aller se servir là-bas gratuitement. Donc les bénéfices s'effondrent. Et puis en 200 ans aussi d'industrialisation, bah, les machines sont vieillissantes, certaines sont obsolètes, les coûts d'entretien sont colossaux. Donc en fait, petit à petit comme ça, le marché du textile, l'industrie du textile s'effondre à Manchester, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça n'existe plus du tout. Alors moi, j'y suis déjà allé à Manchester. C'est vrai que c'était des usines en briques rouges saillantes. Elles sont toujours debout aujourd'hui, pour certaines, mais elles ont été retapées en université, elles sont ou en musée, ou en logements sociaux, en salles de concert, ce genre de choses. Et c'est marrant de voir qu'en fait, en prenant son indépendance, eh ben, l'Inde a tué l'industrie de Manchester parce que juste après, en fait, c'est eux qui ont repris leur propre flambeau en disant maintenant le coton il est à nous et c'est nous qui allons vendre du coton partout dans le monde, quoi. Donc voilà, la boucle est bouclée. Écoute, une belle présentation déjà de la ville de Manchester City et de City dans son. Je vais rajouter quelques petites choses quand même pour la période 1900 jusqu'à maintenant, où tu voulais continuer, tu as encore d'autres choses à dire ou pas, Kylian? J'avais juste un truc par rapport à Manchester United, quelque chose pareil que j'ai un peu découvert. Le club de Manchester, c'est Manchester City, quoi. Les Mancuniens, ils te diront, le club de la ville, c'est Manchester City. Manchester United existe, mais Manchester United, c'est pour les autres, en fait. Le vrai club de Manchester, c'est Manchester City, parce que c'était les ouvriers qui y travaillaient dessus. Et d'ailleurs, c'est marrant, sur le logo de Manchester City, il y a encore le bateau à 3 mâts qui
qui a mené les cargaisons de coton. Manchester United, alors ça a une autre histoire, mais ça a été créé pour le regard entre guillemets universel et international, justement pour ceux qui pouvaient pas aller jouer à Manchester City, le club d'ouvriers, vraiment de la classe ouvrière. Donc aujourd'hui, si tu vas à Manchester et que tu demandes quel est le club de la ville, ça sera toujours Manchester City. D'accord. Bon, bah écoute, au moins on le sait, parce que c'est vrai qu'on a plus tendance à entendre United, surtout avec l'époque d'avant. Moi, je continue un peu pour présenter le club. Donc, les premiers succès de 1900 à 1960. Donc, en 1904, on a un City qui remporte sa première FA Cup avec une victoire 1-0 contre Bolton. C'est une équipe qui est voilà, qui devient populaire, mais connaît plusieurs crises internes et scandales financiers, notamment en 1906 avec la suspension de plusieurs dirigeants pour des paiements illégaux. 1934, deuxième FA Cup remportée devant 93 000 spectateurs à Wembley. Il faut quand même dire qu'on est en 1934, donc c'est quand même juste extraordinaire, un record d'affluence pour cette époque. 1937, City devient champion d'Angleterre pour la première fois de son histoire. Alors, un petit fait insolite, c'est que la saison suivante, en 1938, le club est relégué malgré le meilleur total de buts marqués en championnat. Donc voilà un peu cette époque durant les années 1900 à 1960. On va partir sur les années 50 à 80. Donc ça a vraiment été un épisode de montagne russe. 1956, City gagne une nouvelle fois la FA Cup 3-1 contre Birmingham City et entre dans la légende pour avoir été la première équipe à jouer avec le fameux système tactiquement en revêtement plan tactique de Révi, donc qui était un entraîneur à l'époque. Fin des années 60, période dorée sous le duo Joe Mercer, manager, et Malcolm Allison, son adjoint. 68, champion d'Angleterre, 69, vainqueur de la FA Cup, 70, vainqueur de la Coupe de la Ligue et de la Coupe des Coupes européennes. Premier grand titre européen pour Manchester dans les années 70. Cette période fait de City une équipe flamboyante et populaire avec des joueurs marquants comme Colin Bell, Francis Lee ou Mike Summerby. Donc voilà, c'est des joueurs que les anciens pourront connaître. Nous, ce n'est pas notre génération, nous n'étions pas encore nés. On arrive sur les années 1980 à 2000, donc déclin et galère au sujet. C'est une longue traversée du désert avec une nouvelle fois des problèmes financiers, des erreurs de gestion et des instabilités chroniques. City descend plusieurs fois en division 2, voire en division 3 en 1998, un comble pour un club aussi historique. Pendant ce temps, Manchester United domine le football anglais sous Alex Ferguson. L'un des matchs symboliques de la résilience de City, c'est la remontée épique en 1999 en play-off de Détroit contre Gillingham, 2-2, puis une victoire au tir au but, un moment culte pour les fans de City. On arrive sur la période 2008 à aujourd'hui, donc une révolution moderne, l'ère de l'investissement. En 2008, le club est racheté par le City Football Group, donc toujours actuel, dirigé par le Tchèque Mansour bin Zayed Al Nahyan, membre de la famille royale d'Abu Dhabi. Cet investissement transforme City du jour au lendemain, arrivée de stars, qu'on parlera après, Carlos Tevez, Yaya Touré, David Silva, Sergio Agüero, Vincent Kompany. Modernisation totale du club et du centre d'entraînement du City Football Club Academy. Les années dorées aussi arrivent sous l'ère de Pep Guardiola depuis 2016, qui révolutionne le jeu du club et du championnat anglais, clairement. 6 titres de Première Ligue, de FA Cup, 5 coupes de la Ligue, plusieurs Community Shields. 2023, bien sûr, ils remportent leur première Ligue des Champions après un long investissement effectué par le Tchèque. La même année, le club rivalise le triplé, même en 2023, avec Première Ligue, FA Cup, Ligue des Champions, avec des joueurs clés qu'on peut nommer Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Bernardo Silva, Phil Foden, Rodri et Anderson. Au niveau de l'identité de City, un peu pour clôturer, donc c'est une fan base fidèle, historiquement ouvrière, comme tu l'as stipulé tout à l'heure, Kylian, très attachée à son club. L'hymne, c'est le Blue Moon, chanté avant chaque match à l'Etihad Stadium, couleur
du club bleu ciel, symbole d'élégance et de tradition. Et la devise, c'est fierté dans la bataille. Voilà un peu pour compléter tes dires, Kylian, sur la présentation de Manchester City. J'avais vu un truc sur la couleur bleu ciel qu'ils adoptent. Euh, alors oui, symbole d'espoir, tout ça, oui, c'est vrai. Il y a une théorie que j'ai lue, je ne sais pas si c'est la vérité, mais en tout cas, elle m'a plu. Donc je la partage. Pourquoi le bleu ciel de Manchester City? Eh ben en fait, c'est parce que donc Manchester City prend le bleu ciel au moment où ça devient Manchester City, donc en 94. Avant, ils jouaient pas en bleu ciel, et au moment de fixer la couleur de maillot, ils choisissent le bleu ciel parce que c'est la couleur du ciel quand il n'y a pas les vapeurs noires pour le couvrir. Et donc, d'où le symbole d'espoir sur le maillot. Je trouvais ça très joli. Et deuxième chose, figurez-vous que Manchester City, ils ont un animal aussi fétiche, c'est l'abeille. Un peu comme chez nous. Alors, c'est Ok. beaucoup moins connu, c'est très peu connu, mais en fait, quand tu vas effectivement à Manchester, tu vois tatoués, graffés sur les murs, sur les bancs publics, des abeilles, des habitants qui se tatouent aussi des abeilles sur la peau. Pourquoi? Encore, c'est référence à cette époque extrêmement ouvrière qui est en fait référencée dans la mémoire collective comme vraiment une ruche gigantesque d'ouvriers qui vont travailler et qui ensuite rentrent chez eux dans un mouvement perpétuel. Donc on a ça en commun avec Manchester City. D'accord, ok, bah tu vois, ça je le savais même pas. Donc voilà, bon, je pense qu'on a fait pas mal le tour quand même de Manchester City sur ces grandes lignes et c'est bien résumé. On va s'attaquer au stade, l'Etihad Stadium, que voilà, tout le monde connaît quand même ce stade emblématique de City. Je commence par la présentation, puis après je te donnerai la parole, comme tu l'as vécu déjà toi sur place, comme ça tu pourras un peu nous raconter. Alors, il faut déjà savoir que les origines du projet, ce stade n'avait pour but de ne pas être un stade de football, mais un stade olympique avant tout. Année 1990, Manchester souhaite accueillir les Jeux olympiques de 2000. Pour soutenir la candidature, la ville propose la construction d'un grand stade multifonctionnel de 80 000 places, donc chose qui ne sera pas fait au niveau du nombre de places. Manchester perd face à Sydney, mais le projet de relancer pour accueillir les Jeux du Commonwealth de 2002 relance ce projet. Le futur stade sera baptisé le City of Manchester Stadium et alors conçu avant tout pour l'athlétisme. Objectif initial, un stade polyvalent financé par la ville pour devenir un moteur de développement de l'Est de Manchester, une zone industrielle alors en difficulté. 2003, l'arrivée de Manchester City du coup dans ce stade. Après les Jeux du Commonwealth, donc en 2002, la ville cherche un club résident permanent. Manchester City, alors au Main Road, son stade historique depuis 1923, souhaite moderniser ses infrastructures. Un accord historique est conclu entre la municipalité et le club. City déménage au City of Manchester Stadium, qui se nomme à cette époque comme ça. La piste d'athlétisme, du coup, est retirée, les tribunes sont rapprochées du terrain et on passe à une capacité qui était de 38 000 places au début à un stade à 48 000 places. Premier match officiel pour l'inauguration, c'est un 10 août 2003 à Manchester City contre le FC Barcelone. Petite question pour toi, Kylian. On a un premier buteur dans ce stade qui est un Français en 2003. Euh, Petit? Non, Ah, je sais pas. Nicolas Anelka. Ah, Anelka. Ok. Voilà, Anelka qui marque le premier but dans ce stade. 2011, une naissance du coup du nom actuel, donc l'Etihad Stadium. En 2011, le stade prend son nom actuel après un partenaire majeur avec Etihad Airways, compagnie aérienne d'Abu Dhabi. Bon, du coup, Joël avait trouvé la réponse pour Anelka. Je pense qu'ils sont un peu décalés. Le deal s'inscrit dans une stratégie plus large, le développement du Etihad Campus, un projet urbain gigantesque autour du stade. Voilà, donc ils vont investir environ 400 millions de livres sur plusieurs années avec l'expansion du stade, un centre d'entraînement ultra moderne du City Football Academy, des logements, des commerces et des écoles de sport.
Au niveau des extensions et des modernisations, donc 2014-2015, agrandissement de la tribune sud, capacité portée à 55 000 places, nouvelle toiture, nouveau siège, une acoustique retravaillée pour améliorer l'ambiance. La tribune sud, appelée South Stand, devient un mur de supporters, c'est le cœur du Blue Moon. 2023-2025 pour clôturer, agrandissement de la tribune nord, en cours ou terminé. Je ne sais pas si le projet était complètement terminé chez eux. Un projet de 7000 places supplémentaires amenant une capacité à environ 62 000 places pour le stade. Création d'un skybar, d'un musée du club, des hôtels aussi aux alentours. Les moments historiques qui se sont passés dans ce stade, je pense qu'on peut parler de 2012 avec le but légendaire de Agüero. Alors, je ne pourrais pas Ouais. vous faire la voix, mais Ah, tout le monde s'en j'oserais pas. souvient. Face à QPR, City remporte son premier titre de Premier League depuis 44 ans. 2018-2024, Guardiola il forge une dynastie, football total, record de points et trophée en série. 2023, ils célèbrent avec leur public le triplé. Au niveau, qu'est-ce que je voulais rajouter? Bah, écoute, c'est tout. Je pense avoir fait le tour. Ah, ça a un impact quand même économique pour Manchester parce que ça fait quand même travailler 6 000 emplois, le club. Et ça attire chaque année environ plus de 1 million de visiteurs dans le stade. Toi, du coup, qui l'a vécu cette expérience dans le stade, bon, je pense qu'on ne peut pas comparer les stades à l'allemande et les stades d'Angleterre. C'est quand même deux choses complètement différentes. Mais comment tu l'as vécu? Alors, attention, moi j'ai déjà vu jouer effectivement Manchester City, mais c'était pas à l'Etihad, c'était au Stade Olympique de Londres contre West Ham. Ah, ok. Ceci dit, de l'expérience que j'ai des supporters de Manchester City, c'est rien de fou et je pense que je mets pas un coup de pied dans la fourmilière en disant ça. L'Etihad, c'est 55 000 places, je crois, un truc comme ça. On va dire que c'est dans la moyenne haute des stades de première ligue aujourd'hui. Alors le plus grand, ça doit rester Old Trafford à un peu plus de 70 000. Mais bon, voilà, 50 000, 60 000, c'est à peu près effectivement la capacité des stades de première ligue aujourd'hui. L'Etihad, c'est un stade qui est, moi je l'ai vu de l'extérieur du coup, mais c'est un stade qui est ultra moderne, hein, qui est très orienté vers le football de demain, qui a été précurseur sur beaucoup de choses, mais qui en fait malheureusement, et ça se ressent, je trouve, beaucoup avec ce qu'on appréhende aujourd'hui de Manchester City, euh, c'est un projet qui est presque allé trop vite en fait pour les Mancuniens à Manchester. Manchester City, c'est quelque chose qui n'est plus mancunien en fait. Comment dire, c'est c'est devenu en fait un projet beaucoup trop futuriste et beaucoup moins ancré et dans le présent et surtout dans le passé qui est pourtant hyper traditionnel. Ça on l'a dit. Il y a juste à voir les joueurs les plus capés de Manchester City. Il y a une période entre 1960 et 1980, un truc comme ça, où en fait c'est tout le temps les mêmes gars qui sont là. Ils ont joué plus de 400 matchs. Les 9 premiers noms, ils font partie de cette ère-là d'adorateurs du club. Et après, il y a David Silva qui est effectivement une légende sur place. Mais en fait, le stade en lui-même, il a le surnom de Empty Head Stadium, quoi, le stade vide, voilà, empty de l'anglais, parce que c'est pas du tout un stade qui remplit sa capacité tous les week-ends. Alors ça les remplit les jours de gros matchs, bien sûr, quand ils vont jouer Liverpool, là, sans doute qu'il sera plein. Contre Dortmund en pleine semaine, je suis moins sûr. Quand ils ont fait le déplacement pour jouer contre West Ham, quand moi j'habitais Londres, j'en ai pas vu beaucoup des supporters de Manchester. Donc ouais, c'est malheureusement en fait c'est un club qui s'est trop détaché de ses racines ouvrières et traditionnelles, alors qu'en fait en Angleterre, surtout au début des années 2000, ce qu'on adorait c'était justement les clubs qui étaient ancrés dans leurs racines, comme Manchester United en fait typiquement Manchester United 90. 2000, on est en plein dans l'ère Ferguson et il y a tout qui fonctionne. Arsenal aussi. Et Manchester City, alors certes, a été un petit peu visionnaire en se disant que bon bah nous on va prendre de l'avance et on va faire partie de cette nouvelle vague de football ultra moderne orientée presque sport US, comme on en parlait avec Franck la dernière fois.
je suis pas certain que leur base de supporters les ait suivis. Ça se ressent dans le stade de l'Etihad, ça se ressent dans la ville. Et moi, de ce que j'ai pu en tout cas être témoin, ça s'est ressenti aussi, malheureusement. Par contre, un truc qui est quand même sympa à Manchester, c'est que ça reste une ville très 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 anglaise, quoi. C'est-à-dire que presque le foot se vit plus dans les pubs que dans les stades. Hein. Et je dis pas ça en disant que c'est quelque chose de mauvais, parce que l'ambiance dans les pubs anglais, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Si tant est qu'on aime la bière brune, parce que c'est ça la spécialité là-bas. Hein. Quand vous allez autour de l'Etihad ou dans n'importe quel coin du nord de l'Angleterre, il y a trois choses. C'est la viande, les frites et la bière brune. La bière brune, c'est tellement un truc qu'ils en ont fait une sauce. Donc voilà, vous pouvez acheter sur Manchester ce qu'ils appellent le chips and gravy. Donc c'est une assiette en fait avec des frites et une sauce à la bière faite à base de Guinness. Voilà, c'est malheureusement un club qui est en décalage en fait avec son histoire aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Bah, c'est bien, tu m'as tendu un peu une perche sur le culinaire un peu qu'on peut retrouver. Ça fera plaisir à nos Zouleux alsaciens et lorrains. Bah, alors, niveau bière, si vous y allez, vous serez très déçus parce que bah, le partenaire principal du stade, c'est Heineken. Donc voilà, chacun aura un avis sur cette bière. Sinon, on peut retrouver, on en a parlé tout à l'heure, la Seven Brothers Brewing, donc une micro-brasserie locale très populaire sur place ou aussi la JW Lees, donc une brasserie de Middleton, près de Manchester. Voilà un peu pour boire. Au niveau des plats emblématiques, bon, bah, ça reste l'Angleterre, hein, donc on sait que ce n'est pas un pays non plus de la gastronomie très très haute. Tu l'as dit tout à l'heure ce qu'il y avait. Sinon, moi j'ai trouvé aussi le meat and potato pie, donc la Ouais, tarte du Nord. ouais, C'est tout à une fait. spécialité traditionnelle des stades du nord de l'Angleterre. Donc, pour vous la décrire et vous donner l'eau à la bouche, c'est une petite pâte croustillante remplie de bœuf haché, pommes de terre, oignons et tu l'as dit tout à l'heure, la sauce brune. Donc, voilà, servie bien chaude, souvent accompagnée de gravy. Donc, c'est la sauce brune, comme ils appellent. Donc, un incontournable à chaque match. Les fans de City y tiennent autant qu'un but de Foden. Donc, voilà un peu la présentation du stade et ce que vous pourrez retrouver si un jour vous faites le déplacement à Manchester City. On va enchaîner sur les coachs et le coach aussi actuel. Mm. Au niveau de l'héritage, les anciens entraîneurs alors, on les connaîtra pas tous, on connaîtra plus la génération 2010, mais j'en ai noté quelques-uns. 1930, Whitfield, premier titre majeur. Années 60-70, Mercer et Allison, des identités de jeu offensives. 90, Royle, résurrection après des années noires, comme on les a cités juste avant. Et là, on arrive dans les années 2010, de nom, Mancini et Pellegrini, début de l'ère moderne. Et bien sûr, à partir de 2016, pardon, Guardiola. Donc Guardiola qui est toujours en poste à City, peut-être pour sa dernière saison. Pep Guardiola, toi, c'est quoi ton avis sur ce genre d'entraîneur? Pour moi, Guardiola, ça fait partie des personnages qui ont façonné le foot, qui l'ont transformé en quelque chose d'autre. Il y en a quelques-uns comme ça, hein. C'est pas le premier, ça sera sans doute pas le dernier. Mais le football, c'est un truc qui est en constant mouvement, c'est quelque chose qui change d'année en année et de plus en plus vite. Mais par exemple, la pensée du football de Cruyff, la façon dont il pense le foot, à sa façon, il l'a transformé. Ça a pu être le cas aussi avec des gars comme Beckenbauer, mais plus sur le terrain, ou le moment où Neuer décide de réinventer le poste de gardien de but en jouant à 30 mètres de sa cage. Toutes ces petites actions-là font que, à leur manière, ils laissent leur héritage dans le temps et ils modifient le présent. Guardiola, ça fait ça fait 15 ans qu'il modifie le présent en fait pour moi. C'est sans doute le meilleur entraîneur que le foot ait vu. Je vois pas un au-dessus de lui en fait, que ce soit dans l'influence qu'il a mis dans le foot ou dans ses résultats. Partout où il est allé, il a tout réussi. Le Barcelone de 2009, c'est la meilleure équipe que j'ai vu jouer de mes yeux en fait. Il y a personne qui rivalise avec Barcelone 2009. Quand il arrive au Bayern, il fracasse tout. Et là, voilà, ça va faire 10 ans qu'il est à City. Alors effectivement, il serait sur son. Alors moi, j'avais lu sur son avant-dernière saison.
il partirait en 2027. Mais c'est un règne, hein, Guardiola. On parlait rivalité Klopp-Guardiola. Il n'y a pas de rivalité. Hein. C'est Guardiola qui a mis une branlée à Klopp quasiment tous les ans. Alors Klopp, je crois qu'il gagne peut-être 2 titres dans cette période-là. Mais Guardiola, c'est quelqu'un on est très chanceux en fait de voir un personnage aussi important que ça dans le foot. Aujourd'hui, il est à Manchester City. Il est passé par des clubs pour lesquels, voilà, moi, j'ai pas d'affection particulière, mais ouais, t'es obligé de reconnaître que le mec, il a 74% de victoires avec Manchester City en quasiment 10 ans. Ouais, allez, donne-lui au moins que c'est le plus grand entraîneur du club et à mon sens de tous les temps. Hein. Ouais, carrément. Bah, c'est clair que voilà, Guardiola n'est pas seulement un produit de Cruyff, c'est l'héritier spirituel, on va dire, par rapport à ça. Il a transformé les idées de son mentor en une science de jeu. C'est vrai que c'est un fin technicien, tu l'as dit un peu au niveau de sa carrière. Alors, c'est vrai que moi, je mets toujours un côté sur le fait qu'il n'a pas entraîné un club un peu plus bas, tu vois. Il a juste fait attention quand je dis ça, mais il a quand même fait Barcelone, le Bayern Munich, on l'a connu, et depuis Manchester City. Mais c'est vrai que c'est un entraîneur qu'on n'a jamais vu avec une équipe d'un échelon en dessous et de voir aussi qu'est-ce que ça pourrait donner. Est-ce que sa manière de faire et de travailler et de réfléchir serait aussi envisageable avec une équipe un peu plus basse. Son style de jeu et sa philosophie, c'est la positional play. C'est chaque joueur occupe une zone pour créer des triangles et des lignes de passe. Un pressing coordonné, on l'a déjà vu sur de nombreuses vidéos et de préparation à l'échauffement. On voit les 4 défenseurs qui s'alignent ensemble et font un travail de pression. Euh, un contrôle total, donc c'est un entraîneur qui aime avoir la possession, qui domine le ballon, donne du rythme et de l'espace. Une adaptation aussi, capacité à évoluer du tiki-taka à la structure 3-2-4-1 actuelle. Si on pouvait décrire Guardiola, ça serait un perfectionniste, exigeant, visionnaire tactique. Il ne joue pas pour gagner, mais il joue pour comprendre le jeu. Comme il le dit, le football, c'est le ballon. Si tu veux qu'il t'obéisse, il faut le respecter. Donc voilà, un entraîneur qui restera à marquer sa génération et qu'on entendra parler encore pendant de nombreuses années. Sa tactique mise en place à City cette saison, je ne sais pas si c'était la même chose l'année dernière, 4-1, 4-1. Ouais, Donc, c'est ça. on verra si il nous fait la même chose. Voilà, un peu pour présenter Pep Guardiola. Tu veux rajouter quelque chose ou sinon on enchaîne sur l'effectif Ben, ah non, après, c'est vrai que quand il arrive à Barcelone, il a 13 ans, hein, quand il arrive à l'Académie de Barcelone, quand dans sa carrière de joueur, parce qu'on peut quand même aussi évoquer un peu sa carrière de joueur. Mm. Et de 1984 jusqu'à 2001, il est à Barcelone. Donc ça fait quasiment 20 ans de carrière déjà en comptant l'académie passé dans un seul et même club. Alors après il va un petit peu en Italie comme ci comme ça, mais c'est quasiment 400 matchs joués avec le Barça. Le moment où il devient coach après la fin de sa carrière, il retourne en fait à Barcelone pour entraîner d'abord l'équipe B puis l'équipe A. Donc en fait le fait qu'il ait pas eu comme un coach on va dire un petit peu plus lambda à coacher d'abord une équipe, on va dire, moyenne, et puis après monter les échelons un par un, bah, en fait, ça se justifie parce qu'il avait déjà l'entière confiance à Barcelone et en fait, il a juste retoqué à la bonne porte quand il le fallait. Quoi. C'est clair. Donc voilà, bon, un peu toute la vie de Pep. Après, si vous voulez plus de recherches, et on pourrait faire, je pense, une émission complète sur lui. On va s'attaquer à l'effectif, le passé, le présent. Avant de se lancer, il y a Franck qui veut nous faire un petit quiz à tous les deux, qui me dit quiz outre Haaland et Gundogan, citez un joueur qui a joué à City et à Dortmund. Est-ce que tu en as un? Bah, il y a Akanji, il y a Sergio Gomez. Euh... Est-ce que j'en ai d'autres à part Akanji et Sergio Gomez? Ah, bah, ouais, Mecha, Mecha, Ouais. Sancho, Gittens Et peut-être Sancho. aussi. Voilà. Donc, Ah. voilà, le dernier, c'était Sancho que j'avais. C'est vrai que Nmecha, je l'avais complètement zappé, qu'il avait fait un tour aussi à. Bon, c'était avec l'équipe de jeunes. Je crois pas qu'il a joué avec l'équipe
l'équipe première. J'ai pas souvenir. Non, je crois pas. Non. On va parler de l'effectif. Quelques légendes absolues de City. Donc, tu en as déjà cité quelques-unes. Moi, j'en ai d'autres aussi. Donc, on peut repartir dans les années 1930 avec Eric Brook, un ailier qui a joué chez eux. 60-70, Colin Bell, un milieu de terrain. Année 2000, Sean Gauter, un attaquant. Et après, on arrive dans les années 2008 et 2019 jusqu'à maintenant. On a bien sûr Compagnie. Je pense que lui, le légendaire capitaine et qui a fait de nombreuses années à, à City, tu l'as dit tout à l'heure, David Silva, donc neuvième plus capé de, de Manchester City, et surtout dans les dernières années. Le Kun Agüero, Yaya Touré, De Bruyne, Haaland, il y a tellement de gros joueurs qui sont passés par cette équipe, donc c'est vrai qu'on pourrait encore nommer d'autres. Toi, si tu aurais un joueur emblématique, alors dans les dernières années, ça serait qui à Manchester City? Alors, juste un mot sur le joueur quand même le plus capé de Manchester City. 680 matchs, hein, c'est quand même un paquet de temps qu'il a passé à City. C'est un Anglais qui s'appelle Alan Hawkes, alors que je connais pas, qui a joué là-bas entre 59 et 76 quand même. Et pour répondre à ta question, un grand joueur de Manchester City, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un club qui fonctionne par cycle. Tu sais, tu as le cycle effectivement, Compagnie, Yaya Touré, David Silva, où il y a voilà tous ces noms-là. Et puis aujourd'hui, c'est le cycle avec Erling Haaland. Et je crois que je vais dire Erling Haaland en fait, parce que pour moi, il va devenir le meilleur buteur de l'histoire de ce club. Aujourd'hui, il est huitième avec 141 buts en 159 matchs. Bon, après, c'est pas non plus un gars sur qui on va développer parce que tout le monde connaît, mais par exemple, le deuxième meilleur buteur du club, donc Eric Brook, tu l'as cité, il est à 177, donc c'est peut-être que Hollande va déjà le dépasser cette saison en fait. Et après, juste au-dessus, il y a Agüero qui lui est un peu plus loin à 260, mais quand on sait que notre ami norvégien est là-bas jusqu'en 2034, je pense que il a tout pour devenir le plus grand joueur de l'histoire de ce club. Il symbolise aussi le virage ultra-moderne qu'a pris Manchester City en 2008. C'était une volonté d'aller vers ce football-là, le football de superstar, et enterrer le football de tradition. Donc en fait, pour toutes ces raisons-là, pour moi, malheureusement, c'est un joueur d'aujourd'hui. Et c'est un joueur qu'on va croiser mercredi. C'est ça, et on espère qu'il ne sera pas dans sa plus grande forme. Si je dis pas de Ouais. bêtises, son père a aussi joué à Manchester Ouais. City. Donc, Il a du coup, été capitaine. ok, donc il y avait quand même un vécu par rapport à ça et un attachement aussi, de toute façon, il le dit un peu aussi, d'un choix par rapport à son père. Donc voilà, pour un peu le passé, on va arriver du coup dans le présent. Alors, au niveau de l'équipe, on est sur. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on a 26 joueurs. Il y en a quand même 23 qui partent en sélection durant chaque trêve. Donc, en fait, autant te dire qu'il n'y a plus d'équipe à Manchester City, à part 3 qui sont là, mais on doit les mettre en vacances. On est sur un âge moyen de 26,4 ans, donc quand même une équipe qui a de l'expérience et de la jeunesse. Très peu d'anglais, on est sur 73% quand même de joueurs étrangers. Et on l'avait dit dimanche, une estimation transfert market à 1,1 milliard d'euros, ce qui est juste fou et quasiment plus que x2 que par rapport au Borussia Dortmund. On va pas décrire toute l'équipe parce que c'est que des grands noms, chaque joueur. Mais au niveau de leur mercato, des arrivées, donc Donnarumma, Ait Nouri, Reijnders, et puis un milieu de terrain qu'on aurait pu avoir chez nous et qui est finalement arrivé, Cherki, le Lyonnais. Au niveau des départs, c'est vrai qu'ils ont eu pas mal de départs de grandes stars qui ont marqué leur époque. De Bruyne à Naples, Gundogan, Akanji qui est parti en prêt à l'Inter, Ederson. Et c'est vrai que tout à l'heure, on a oublié de citer un joueur qui était pas qui a joué entre les deux équipes, mais on a Couto aussi Ouais. qui est chez nous, donc qui a porté quand même le maillot de City, en départ aussi de chez eux, et Makati, qui était aussi sur nos radars et qui a choisi Nottingham. Donc voilà un peu
la revue d'effectifs, si vous voulez connaître un peu plus les joueurs, on vous laisse regarder. Ça, tu veux rajouter quelque chose sur cette équipe de Manchester City? Bah, sur l'effectif, parce que bon, l'effectif, je l'ai déjà passé en revue la dernière fois. Après, par contre, j'ai plus de choses à dire sur le système de jeu, mais peut-être que c'est la rubrique d'après, je sais pas. Non, parce qu'après, on va partir sur les. Bon, on va sauter la saison dernière, on va passer sur la saison actuelle, parce que sinon, il est déjà 9h moins 5 et on avait dit pour Hmm, 21h d'essayer de terminer. Donc, non, hmm. donc tu peux te lancer dessus si tu veux sur l'aspect tactique. Ok. Alors, sur l'aspect tactique, c'est un Manchester City qui est tout nouveau. Euh, et c'est même, je pense, une équipe coachée par Guardiola qui est toute nouvelle. J'ai jamais vu Guardiola jouer comme ça. C'est-à-dire qu'on pourrait résumer à mettez tout sur Haaland et il va marquer. Et en fait, ça marche parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur buteur d'Europe. Erling Haaland, il est à 13 buts là actuellement. Égalité avec Mbappé, mais Mbappé a 3 pénaltys. Hollande vient à zéro. Je pense que c'est une équipe, en fait, si tu dois la comparer à Dortmund, il y a beaucoup de statistiques où on est assez équivalent, en fait. Le volume de possession, notamment, volume de possession total, à Dortmund, on est, je crois, à 56%. En Bundesliga, City est à 57%. C'est ça qui rend fou aussi, c'est que d'habitude, les équipes de Guardiola sont quasiment à 70. Là, non, là, c'est un City plus travailleur et plus direct aussi. Il y a beaucoup de statistiques, notamment sur l'offensive. Alors, City marque plus que Dortmund. City marque beaucoup de buts en passant exclusivement par Erling. Mais le système d'approche, il est toujours assez similaire. C'est un ballon envoyé dans le dos. C'est prenons le dos de la défense, envoyons Erling en face au but et il marque environ un tir sur trois à peu près. Donc c'est phénoménal ce que fait ce garçon. Alors que nous, on l'avait vu déjà précédemment, ça passe plus sur des centres. Euh, une statistique intéressante en Ligue des Champions, en ballon passé derrière la défense, Manchester City, c'est 16 en 3 matchs. C'est la troisième meilleure équipe dans ce domaine-là, juste derrière le PSG et le Bayern. Donc c'est dire le niveau quand même du jeu offensif. Dortmund, c'est la seule équipe à zéro. Zéro pointé. Aucune passe derrière la défense de réaliser. Par contre, en centre, bah Manchester City, ça centre beaucoup moins. En fait, ça passe beaucoup moins sur les côtés. On va beaucoup moins chercher la tête d'Hollande qui est pourtant grand. À Dortmund, c'est un peu plus comme ça qu'on met les ballons dans la surface. Donc déjà, moi, je m'attends à une bataille pour la possession parce que c'est deux équipes qui aiment avoir la possession, mais qui savent aussi jouer quand t'as pas la balle. Par contre, dans l'appréhension du jeu offensif, à Dortmund, on a vu que c'était relativement pauvre ces derniers temps. Par contre, je pense que défensivement, on a plus de sérénité que eux. Et eux, c'est un petit peu l'inverse. En fait, eux, devant, ils ont un gars qui casse tout, qui surperforme sur toutes les statistiques. Par contre, voilà, derrière, ça prend plus de buts que nous. Donc, franchement, je pense qu'on a un match en tout cas qui se tient. C'est difficile, moi, je trouve, d'établir un favori dans cette rencontre. Ouais, après tu dis City joue chez eux et au vu de l'équipe, tu vois City plus favori, mais au vu de notre saison et surtout de l'aspect défensif, c'est vrai que ça rabat un peu les cartes. Après, c'est clair qu'il faudra être très solide côté Dortmund et faudra jouer son propre jeu. Il faudra surtout que la moindre occasion qu'on se procure, de tenter de la mettre au fond des filets, ce qu'on n'en aura sûrement pas, encore une fois 50 000. Mais voilà, un peu. On va parler justement après du match. On va juste parler brièvement de leur saison actuelle, donc 2025-2026. Second classement derrière Liverpool, donc un début de saison avec 6 Bah, victoires. Arsenal. Et Arsenal, pardon, autant pour moi. 6 victoires, 1 nul, 3 défaites. Alors c'est vrai que quand on regarde les défaites, je me dis, bon, bah, ils ont peut-être perdu contre des grosses équipes, ça se peut. Mais au final, non, les 3 défaites, c'est quand même contre Tottenham, Brighton et Aston Villa. Ouais. Donc c'est quand même une belle surprise. Après, tu l'avais dit aussi un peu dimanche, la Première Ligue a du mal un peu à se lancer, à se positionner. Parce que c'est vrai qu'au vu, tu dis 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, bah, ils ne doivent pas être dans le top 4. Comme on sait que la Première Ligue, c'est crucial. Et Ouais. finalement, bah, ils sont quand même second au classement.
Au niveau de la Champions League, donc ils sont sur 2 victoires, un nul, donc une victoire contre Naples chez eux, un nul à Monaco et une victoire de 0 à Villarreal. Donc ils enchaînent avec nous derrière et enchaîneront avec un autre club allemand, Leverkusen, le Real Madrid, Bordeaux et Galatasaray. Bon, un tirage pas simple non plus de leur côté. Rien qui envisage non plus peut-être un top 8. Tout va dépendre de leurs résultats contre nous et le Real Madrid. Mais bon, c'était un peu la surprise aussi, parce que je crois que l'année dernière, ils font un barrage Ouais, et ils de... perdent. et ils perdent contre le Real Madrid, qui Ouais. était Après, aussi... attention, parce qu'en Champions, ils gagnent contre Naples, mais il faut se rappeler que Naples est réduit à 10 très rapidement avec l'exclusion de De Bruyne. Et ils font un timide de partout à Monaco. C'est très difficile, je trouve, de placer City en fait cette saison parce que tu sens que c'est une bête qui est blessée de la saison dernière qui était vraiment pas bonne. Que cette saison, il n'y a plus rien à perdre, on lâche les chevaux et on laisse Hollande aller marquer les buts. Je trouve qu'en ce moment en Europe, il y a vraiment Arsenal, le Bayern et Paris qui sont devant absolument tout le monde. Il y a personne après pour les contester. Ensuite, il y a un gap qui est absolument colossal. Et derrière, du coup, il y a peut-être, oui, le Real, sans doute qu'il y a City, peut-être qu'il y a le Barça et peut-être qu'il y a Dortmund. En fait, je pense que il y a vraiment si en tant que Borussia Dortmund, tu veux te dire et être pris un petit peu au sérieux par ceux qui sont devant toi, réaliser un bon match à City face à un City qui, oui, fait peur sur le papier, qui est absolument terrifiant sur le papier. L'effectif est 1,2 milliard, ils se sont donné les moyens, quoi, tu vois. Mais je, je pense qu'il y a quelque chose à faire, en tout cas. Oui, voilà, de toute façon, faudra jouer comme on l'a dit tout à l'heure. Au niveau des rencontres qu'on a déjà eues entre City et Dortmund, du coup, on est sur 6 matchs. Une victoire pour Dortmund, 2 nuls et trois défaites. Donc, comme on l'a dit un peu tout à l'heure, il y a quand même un avantage City. Bon, chaque année est différente. La dernière rencontre remonte en octobre 2022 où ça avait fait un bon score nul et vierge de 0-0, mais il ne faut pas oublier que ça a toujours été des scores serrés, des matchs nuls, des 2-1. Il n'y a jamais eu comme on dit, une drill 3-0 ou 4-0. Donc on l'espère ne pas la vivre demain soir. Mais en tout cas, ça a toujours été des rencontres serrées et on verra si c'est toujours la continuité. Je reprends juste le message de Franck tout à l'heure quand tu comparais un peu Klopp et Guardiola sur les rencontres. Il disait juste c'est 29 rencontres, 12 victoires pour Klopp, 11 pour Guardiola et 6 nuls. Donc Klopp avait quand même le dessus sur la confrontation face à Guardiola. Donc Ouais, voilà. ouais, il a rien gagné. Mais oui, Il a, voilà, il a beaucoup moins gagné que Guardiola, quoi. c'est ça. C'est ça. On termine avec ton petit prono sur le match et puis comme ça on s'arrêtera là ce soir. Moi, je pense que Hollande va au moins mettre un doublé. Ça me paraît impossible que ça ne le soit pas. Donc, il y a au moins deux pour City. Et je pense que Dortmund est trop faible offensivement pour mettre plus de un but. Donc, je dirais 2-1 pour Manchester City, je dirais. D'accord, donc dans la continuité des résultats qu'on voit entre City Ouais, exactement. et Tout à fait. Dortmund sans le faire exprès, bien sûr. Bah écoutez les gars, nous on va s'arrêter là. Kylian, merci en tout cas pour cette présentation de Manchester, déjà de Manchester de la ville et en plus Ouais, après de City. Donc c'était fort sympathique. En tout cas, bah, tu as encore Mathéo que tu l'as régalé, qui a dit c'est vrai. franchement, t'es trop fort. On a l'impression de revivre comme à l'époque. Un petit message de Pascal aussi qui dit une petite dédicace pour votre émission très intéressante et toujours pertinente. Excellente analyse de Kylian. Bravo à vous. Et merci aussi à Franck, à Joël, et puis ceux qui nous écoutent et qui commandent pas, qui sont dans l'ombre, mais qui sont là à chaque fois. Ça fait toujours plaisir. Kylian, merci beaucoup. Passe une bonne. Ah, et du coup, attends, avant de finir, il y a Mathéo, il dit, et toi, Maxime, ton prono? Allez, si tu veux, je me lance. Moi, je verrais bien un petit match nul, un partout. J'espère. Je pense qu'un match nul serait une victoire pour moi.
clairement. Donc après, on verra. On coche le prono de Kylian et le mien et on pourra en reparler. Bah, du coup, on se reverra jeudi à 20h avec tout le monde et on pourra débattre de la rencontre. Kylian, merci beaucoup pour ta présence et merci aussi pour ceux qui étaient à l'écoute. Et puis, passez une bonne soirée et bon match pour demain soir. Et puis que le meilleur gagne et qu'on voit du spectacle. Voilà, et comme on dit en Angleterre, goodbye. Goodbye.